dimanche politique dans 64 minutes, c'est maintenant. La droite se choisit un chef, les résultats du premier tour viennent de tomber et Éric Ciotti et Bruno Retailleau sont donc qualifiés pour le second tour pour la présidence des LR, les Républicains, on va y revenir. L'offensive médiatique d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, encore et toujours. Une semaine politique en France, c'est avec Eva Morletto, bonsoir. Bonsoir. Correspondante donc de Grazia Italia en France et avec vous, Perrine Tarnot, directrice de l'information de Public Sénat. Bienvenue. Bonsoir Estelle. Alors Perrine, que retenez-vous de cette semaine politique ? J'avais envie de retenir la banalisation de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale. On avait beaucoup commenté la première fois qu'Elisabeth Borne avait dégainé le 49.3, la première motion de censure. Et puis là, on en est quand même au 7e 49.3 pour faire passer cette fois-ci le budget de la sécurité sociale. Et on en sera certainement à 10 d'ici la fin de l'année pour faire passer tout le budget. Donc il y a une certaine banalisation de ce 49.3. Mais je vous rassure tout de suite, Estelle, ça va s'arrêter puisqu'à part les textes budgétaires, le gouvernement n'a droit qu'à un seul 49.3 pour un texte par session. Bon, pour la rentrée, donc au mois de janvier, là, ça va être plus compliqué pour la majorité. Eva Morletto, et vous ? Moi, c'est sur l'écologie, et donc sur les grands chantiers qui attendent Marine Tondelier. C'est un parti qui est en plein remise en question, première chose. C'est un parti qui est crucial pour les futurs, pour la France, parce que de la manière dont il pourra influencer les gouvernements pour les choix, pour l'environnement. Et là, il se retrouve cette semaine, il y a quand même des signaux qui sont tout à fait négatifs pour ce qui sera le futur de l'environnement. On a eu, premièrement, le Conseil d'État qui prévoit d'annuler cette interdiction sur les emballages plastiques. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, ça sera sûrement une bataille à mener. Donc, il faut qu'il soit une partie forte pour mener cette bataille. Et deuxième, un grand signal quand même, c'était la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et le fait que les États-Unis... Ah, vous avez triché un peu là. Ah, pourquoi ? Je vais anticiper quelque chose là ? Non, c'est pour le fait que les États-Unis, avec cette volonté de protectionnisme, ils vont investir massivement sur les économies vertes en laissant probablement l'Europe un peu à la marge de ces activités et de ce futur-là. Donc voilà. On reste un peu sur ce rappel écologie d'Eva Morletto. Alors on va revenir, on l'a dit, sur ce premier tour des LR, donc les Républicains. Mais d'abord, l'actualité politique de la semaine, c'est avec Lola Colomba. Imaginez, vous êtes devant TV5 Monde, quand soudain, le noir total, l'angoisse. Il paraît que ça pourrait bientôt vous arriver. Cette semaine, le gouvernement a adressé une circulaire aux préfets pour les préparer à de possibles délestages pendant l'hiver. Pour éviter la saturation du réseau, les opérateurs pourraient couper ponctuellement l'électricité pendant 2 heures sur certaines portions de départements. Un scénario inédit, pourtant de plus en plus crédible pour le mois de janvier. Mais pas d'inquiétude, le président est là. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême. En France, on n'aura peut-être plus d'électricité, mais on aura toujours des idées. La fameuse réforme des retraites est à nouveau sur toutes les lèvres. Cette feuille de route, c'est celle que le président de la République a fixée. Il a indiqué pendant la campagne présidentielle que sa feuille de route, c'était un relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite, à 64 ans en 2027, à 65 ans en 2031. En bref, nous allons travailler plus longtemps. Enfin ça, c'est sans compter l'obstruction parlementaire. Il y aura des amendements, plein d'amendements. Écoutez, s'ils n'entendent pas le message... Vous aviez dit 75 000 il y a... Je disais que la dernière fois, nous en avions fait 17 000 à 17 et que maintenant, nous sommes 75. Il se trouve même qu'avec l'ensemble de la NUPES, nous sommes 151. L'hiver s'annonce rude dans les foyers français comme dans les rangs du gouvernement. On va commencer avec la droite, puisque je le disais, donc le résultat est tombé. Les Républicains, qui pour prendre la présidence de ce parti de droite, Éric Ciotti et Bruno Retailleau, sont qualifiés pour le second tour. Une première réaction pour vous, Perrine ? Alors, donc c'est Éric Ciotti qui arrive largement en tête, quand même, avec 42%. La surprise, pour moi, c'est quand même le score d'Aurélien Pradié, avec 22%. Donc, on a 42% pour Ciotti, 34% pour Bruno Retailleau et 22% pour Aurélien Pradié. Ce qui est assez important pour ce jeune député LR, qui est sur un positionnement beaucoup plus social que Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Donc, déjà, très bon score de Pradié. On va voir vers qui il va se retourner pour le second tour. Est-ce qu'il va plutôt se rallier du côté de Retailleau
Retailleau ou au contraire plutôt de Ciotti, ce qui semblerait être plutôt le cas. Ce qui faudrait dire que donc Éric Ciotti sortirait potentiellement vainqueur de cette primaire pour présider le parti. Et je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle pour les Républicains, parce qu'on a beaucoup entendu dire certains députés, certains sénateurs, certains élus, donc LR, dire que si c'était Ciotti, eh bien ça ne correspondait plus à ce qui était pour eux l'ADN de leur parti. Éric Ciotti étant trop à droite pour eux. Donc il va falloir voir un petit peu quelles pourraient être les conséquences de cette élection à la tête du parti. Toujours est-il qu'en tout cas c'est une tendance très droitière et très conservatrice, puisque si on additionne les voix de Ciotti plus Retailleau, on arrive quand même à un score très massif et une envie des militants LR, puisqu'il n'y a que les militants LR qui votaient, d'un parti très ancré à droite. Le positionnement va quand même être dur à trouver. Alors, positionnement difficile à trouver selon vous, mais derrière Éric Ciotti, il y a bien sûr Laurent Wauquiez. Alors là, on se projette là pour la prochaine présidentielle. Et là, c'est un... Qu'est-ce que vous en pensez, Eva Morin ? Ça peut être une arme à double tranchant, cette décision déjà maintenant de mettre en avant un candidat pour la présidentielle de 2027, parce que déjà ce candidat pourrait lui-même être affaibli par des attaques des adversaires pendant tous ces temps. Il y a les européennes au milieu en 2024, il faut voir le résultat. Et ça pourrait être, c'est déjà quand même un agissement qui irrite pas mal de représentants des Républicains, par exemple Xavier Bertrand, qui avait déjà lui peut-être encore quelques ambitions élyséennes, si on peut dire comme ça, et qui ne voit pas de bon œil cette mise en avant de ce candidat. Donc il faut voir si c'est une bonne choix. Probablement, ça peut être quelque chose qui l'affaiblit, sûrement. Bah ça, on suivra ça. Alors c'est vrai qu'on voit là les trois personnes politiques en lice, mais il y a aussi trois personnes en lice. Laurent Wauquiez, vous l'avez évoqué, Xavier Bertrand, Édouard Philippe. Là aussi, c'est une droite qui se cherche. Xavier Bertrand, le plus populaire auprès des LR, on parle bien des LR, devant donc les deux autres, avec 65% des voix. C'est un sondage Ipsos qui date de mi-novembre. Ça vous surprend ? Je ne sais pas si ça me surprend, parce que Xavier Bertrand, il a quitté, il est revenu chez les LR, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour se poser ces questions autour des candidats pour la présidentielle future en France. Il va d'abord falloir refonder un petit peu le parti des Républicains. Et là encore, il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que la France n'a jamais été aussi à droite, et les Républicains ont vraiment du mal à trouver leur créneau politique. Ils sont pris en étau entre Emmanuel Macron, l'exécutif, et le Rassemblement national, et Reconquête aussi avec Éric Zemmour. Et on voit bien que ils pataugent, ils n'arrivent pas à trouver leur oxygène, en fait. On le voit bien notamment au Parlement, où finalement les LR votent quand même pas mal de textes de la majorité présidentielle. Exactement, ils n'ont pour l'instant pas déposé de motion de censure, ils ne votent pas les motions de censure des autres partis d'opposition, donc ils sont complètement asphyxiés par la majorité présidentielle. Et c'est cet oxygène-là qu'il va d'abord falloir retrouver avant de trouver un bon poulain pour la prochaine présidentielle. Quand on voit la position d'ailleurs de Franck Ouvrier, qui est le maire de La Baule, qui a souhaité un contrat avec le gouvernement, clairement, pour ne pas avoir cet abus de 49.3. On voit très bien qu'il y a des positions qui sont quand même beaucoup plus au centre et beaucoup plus proches du... une mélonisation, ce qui a dû vous interpeller, évidemment, vous qui êtes italienne. On va parler maintenant, on parlait d'oxygène, on va parler d'énergie. C'était le grand sujet de la semaine, avec donc ces propos rassurants d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est aussi dans une offensive médiatique. Il y avait cette interview accordée à TF1, il a fait la une du Parisien. Là aussi, une réaction à ces propos rassurants. Oui, on est dans une longue séance de communication politique d'Emmanuel Macron après sa visite aux États-Unis. D'une part parce que je pense que cette séquence internationale, même s'il y a des belles images, une belle réception à Washington, etc., c'est une séquence qui est toujours un peu, qui est difficilement lisible en fait pour les citoyens français. On a du mal à savoir s'il a ou pas réussi à obtenir des choses de Joe Biden. Donc il avait besoin de parler de ça premièrement. Deuxièmement, effectivement, il y a eu toute une séquence où le gouvernement a annoncé quelques mauvaises nouvelles, les pannes d'électricité possibles, la réforme des retraites qui est sur les rails, etc. Et donc on sentait que autant Elisabeth Borne était dans la peau de celle qui annonce les mauvaises nouvelles, autant c'était le good guy Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas de panique sur l'électricité, la réforme des retraites, il va quand même falloir la faire si vous voulez qu'on puisse
continuer à financer les services publics. Donc il y avait une volonté d'une communication beaucoup plus politique. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'en arrière-plan, il y a eu quand même quelques affaires qui ont un peu entaché dernièrement l'image d'Emmanuel Macron. McKinsey, effectivement Alexis Collère qui a quand même été le secrétaire général de l'Élysée qui a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Caroline Cayeux, 13e ministre de Macron, a démissionné. Donc voilà, donc il y avait aussi ces affaires-là un petit peu à faire oublier et une volonté de communiquer de façon très positive. Et pendant ce temps-là, il y a la grogne sociale qui monte. On a vu beaucoup les bouchers charcutiers qui étaient dans la rue, la grève à la SNCF, l'appel des médecins pédiatres. Donc on sent qu'il y a une pression d'un point de vue local. Eva Morletto, avec cet exercice plus international, il veut prendre de l'ampleur. Ça fonctionne encore, cette tactique? Ça peut fonctionner. Moi, ce qui m'a frappé dans tout son discours, c'est ces fameux non-panique sur le fait des coupures d'électricité, c'est-à-dire mettre en avant un argument que probablement ça ne sera pas le cas. C'est très probable, je ne veux pas faire la Cassandre en positif, mais qu'il n'y aura pas des coupures d'électricité. On a quand même des outils pour arginer ça. Mais en même temps, voilà, le non-panique peut-être serait plus dû être adressé sur la réforme des retraites qui, en ce moment, concerne beaucoup plus les Français par rapport à des probables coupures d'électricité qui concerneront déjà une partie assez limitée de la population. D'ailleurs, je suis sur ces plateaux, souvent, j'ai fait référence au fait milieu urbain, milieu rural, et cette énorme différence qui existe qu'en France, et ça concernera même ces probabilités des coupures d'électricité, parce que finalement, les Franciliens, les Parisiens et les gens de ville seront assez épargnés en étant les coupures d'électricité adressées là où il n'y a pas des lieux stratégiques, ce qui n'est pas le cas pour le milieu urbain. Donc encore une fois, il y aura ces grognes qui sera sûrement de la part de la ruralité. Il faudra suivre ça avec attention. Oui. Justement, la réforme des retraites, on va terminer avec cela. Enfin, terminer, je pense qu'on en reparlera encore et encore dans le dimanche politique de 64 minutes. 65 ans, c'est l'âge, Elisabeth Borne l'a dit, Emmanuel Macron l'a rappelé, mise en place à l'été 2023. C'est jouable ? C'est jouable, mais effectivement, la séquence va être assez intense. On voit bien que les partenaires sociaux ne sont pas derrière le gouvernement. Il n'y a aucun syndicat, notamment il n'y a pas la CFDT pour soutenir, comme lors de la dernière réforme des retraites avec Édouard Philippe. Donc il va forcément y avoir des manifestations, il va forcément y avoir de la grande sociale. Le calendrier parlementaire est déjà assez chargé. Il y a le texte sur l'immigration, il y a le texte sur le nucléaire, qui sont des gros textes aussi importants qui vont arriver au premier trimestre 2023. Donc il va falloir aller assez vite. Il va falloir que l'exécutif choisisse sur quel texte il pourra actionner son fameux 49.3. Donc ça sera peut-être probablement sur les retraites, s'ils veulent effectivement que la réforme puisse entrer en fonction à l'été 2023. Allez, il y a peut-être une bonne nouvelle pour l'exécutif. La France est en quart de finale. Voilà. Alors, Emmanuel Macron a donné le bon score dans son interview aux Parisiens. Ça, on peut lui accorder ça. Il a dit 3-1. Et effectivement, la France a gagné 3-1 contre la Pologne ce soir. Effectivement, voilà, il a fait le bon pronostic. Merci à toutes les deux d'avoir participé donc à ce dimanche politique.